Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve grâce à Midrash Yehuda Manitou pour écouter les enseignements d'Eliezer Charodotsky. Et tu veux nous parler du 28 Iyar. Tu n'as pas donné l'année, mais en tous les cas, on est tous nés le 28 Iyar. Chavod. Oui. Ah, shalom, shalom. Bon, l'année, je pense que vous allez deviner qu'est-ce que c'est quand je vous dis la date de 28 Iyar, Koach Iyar, c'est le jour de la libération de Jérusalem. D'accord. Et donc, au jour de la libération, c'est la guerre des 6 jours, le troisième jour de la guerre des 6 jours, le 7 juin 67, le Koach Iyar 5727. Maintenant, c'est intéressant parce que quand j'ai donné le titre, je n'ai pas vu à quelle date on allait faire la conférence. Et là, j'ai regardé, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est le 19 Iyar. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 Iyar? Je vous donne un indice. Jusqu'en 67, c'était une date qu'on célébrait comme un deuil national. On se rassemblait sur le mont Sion, euh, face aux murailles de la vieille ville, qui étaient aux mains des légionnaires jordaniens et de la Jordanie, et on se rassemblait pour porter le deuil. Pourquoi? Parce que c'était le jour où Jérusalem, la vieille ville, est tombée pendant la guerre d'indépendance. Ça s'est passé le 18 mai 48, le 19 Iyar Tachar, 5708. Le 19 Iyar, c'est-à-dire le lendemain de l'Akba Omer, 1700 juifs de la vieille ville ont été pris en otage. Le commandant de la ville, Moshe Rousnak, qui a tenu seul à la tête alors qu'il était un jeune officier, il venait juste de terminer ses cours d'officier, qui a tenu seul à la tête de 120 combattants, dont le plus jeune avait 10 ans, pendant plus d'une demi-année, qui a fait face aux légionnaires jordaniens avant de signer la capitulation et sauver ainsi les 1700-1800 habitants de la vieille ville de l'extermination, comme les Jordaniens nous ont prouvé qu'ils savaient le faire. Et, et c'était ce jour-là. Et donc, là, tous ceux qui étaient soldats et beaucoup d'autres ont été pris en otage, ont été amenés en Jordanie, où ils ont passé environ 9 mois avant d'être libérés. Mais bon, ça, c'est une histoire en soi qui est très longue, qui est très difficile, qui, Baruch Hashem, a été réparé, mais qu'on doit connaître. Non, c'est une chose que quelqu'un m'a rappelé juste, enfin bon, dont on a parlé il y a 2 semaines, puis je me dis, ouais, c'est pas vrai. Le 19 Iyar, c'est aujourd'hui. Quelle coïncidence que le 19 Iyar, on parle du 28 Iyar, 19 ans après, à savoir la libération et la réunification de Jérusalem. Maintenant, pourquoi je dis nous sommes tous nés le 28 Iyar? Regarde, je commence par une histoire personnelle. Maman est là, alors c'est une histoire familiale, je pourrais dire, quand on me demande Eliezer Tagili, quand est-ce que tu es né? Eh bien, je dis, pas en blaguant, je donne la date du 28 Iyar 5727. Pourquoi? Je suis né plus tard, je suis né quelques années plus tard. Pourquoi je donne cette date? Eh bien, c'est très simple. Parce que c'est la date de la libération de Jérusalem et c'est la date où près de 3 millions de Juifs qui vivaient derrière le rideau de fer, qu'on appelait les Juifs du silence, et qui, après avoir entendu à la radio, à travers les brouillages invraisemblables que, euh, causés par le KGB, qui voulait surtout pas qu'on entende ça, mais on a quand même entendu que Har Habayit Be'adeinu. Har Habayit Be'adeinu, le mont du Temple, a été libéré. Il est entre les mains du peuple juif et tout d'un coup, eh bien, on a euh, repris confiance, on a redressé l'échine, on a cessé d'avoir peur et on a compris qu'on n'était pas seul.
On a compris qu'on n'était pas des victimes. On a compris que le peuple juif, ce n'était pas un peuple à l'histoire martyre lacrimonieuse, c'était avant tout un peuple victorieux, un peuple qui savait combattre, qui savait se battre et qui savait combattre pas seulement ses ennemis voisins, mais qui savait combattre et vaincre l'Union soviétique même. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique, c'est elle qui était euh, la cause essentielle de cette guerre. C'est elle qui a armé, c'est elle qui a formé, et c'est elle qui a donné des fausses informations aux Arabes pour leur faire croire que la guerre était imminente, que tout allait commencer, etc. Et malgré tout cela, le petit Israël, en 6 jours, avec ses forces armées, avec ses forces terrestres, eh bien, il a su fracasser les armées arabes et avec tout leur armement, avec toute la formation, avec tous leurs entraîneurs qui étaient venus de l'Union soviétique. Et quand on a su tout ça, derrière le rideau de fer, eh bien, les Juifs du silence sont petit à petit devenus les Juifs de la résistance, les Juifs de la parole et même très, très simple, Ken, pas forcément, il ne fallait pas être des réfuseniques de renom, il ne fallait pas être des prisonniers de Sion, non, non, vraiment, si tu veux raconter l'histoire de ton mariage avec papa, tu veux raconter ou bien que tu veux que je raconte? Hein? J'entends pas. Je l'ouvre le micro. Tu peux l'ouvrir. Ouais, ouais. Attends. Non, toi, tu fais Madame pas. Chagorotsky. Attends. C'est Oui, le, là, le là. nom le plus long, là. Il y a le jour le plus long, il y a le nom le plus long. Tu veux C'est raconter? Lara, c'est Ima. ça? Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est pas, Si pas tu le veux, micro. Il y en a. hein? Si tu veux, Ça Ima, si va? tu veux, t'es pas forcé. Si tu veux, tu veux que je raconte, alors je peux raconter. Ok, alors je raconte. Alors, c'était au mariage de Et, mes parents. Hein? Ima, trop ça, tu veux raconter? je veux que tu racontes ce que tu Ok, veux raconter. Vas-y, hein, je vais rajouter s'il le faut. ok, alors je raconte. Alors, ça se passait au mariage de mes parents. Alors, bon, le mariage de mes parents, c'était l'Union soviétique, c'était Riga, derrière le rideau de fer, tout comme il faut. Bien entendu, interdit pas de liberté de conscience, pas de liberté de parole, pas de comment dire, tout signe d'appartenance juive strictement interdit. Alors, c'est un mariage comme un autre, bien entendu, pas de rave, pas de choupa, pas de kiddushin, pas de, etc. Mais presque tout le monde est juif, toute la famille est juive, la famille de papa, la famille de maman, tout le monde est là. Et bon, et alors, on fait, enfin, bon, on fait, je parle comme si j'étais là. Euh, il y a le mariage, tout d'un coup, il y a l'orchestre. Bien entendu, l'orchestre, c'est que des juifs. Les musiciens, c'est que des juifs. Alors, il y a un musicien, et il y a un musicien qui demande la parole. Il dit, moi, je veux prononcer, je peux prononcer un toast. Je dis, ouais, bien sûr, tu veux prononcer un toast. Il a le micro et il dit, et maintenant, c'est un mariage, c'est automne 67. Donc, c'est quelques mois après la guerre des 6 jours. Donc, c'est pendant la guerre comment dire, d'épuisement, Milchemet Atasha, le long du canal de Suez, etc. Et tout ça, je dis pour qu'on comprenne bien les paroles de ce musicien juif, et il dit, je veux lever mon verre au nom de nos soldats qui sont sur le canal de Suez pendant la guerre, qui sont victorieux, etc., 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 etc. Et imaginez-vous ça, imaginez-vous ça, qu'il passe, et le plus fort, c'est ce que papa et maman racontent toujours, c'est la réaction. C'est une tonée, mais alors une tonée d'applaudissements, une liesse de cris, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que même dans un mariage qui est pas qui est de deux familles juives qui sont, encore une fois, pas des réfusniks et pas des prisonniers de conscience ou des prisonniers de Sion, non, mais Israël est présent. Israël est là et on n'a plus peur. On n'a plus peur de dire qu'on est juif, qu'on s'identifie à Israël, que notre patrie, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas des homo soviéticus, qu'on n'est pas, etc. Maman, tu veux rajouter quelque chose? Oui, si tu permets, Oui, c'est bien sûr. qu'il y en a une personne qui a eu peur, horriblement peur, c'était mon papa. Et tu le sais. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seul. Il était pas seul. Bah, et puis le musicien a dit nos frères d'Israël. Hop, comprenez? Nos frères, nos frères. Oui, effectivement, parce que mon grand-père, il était haut placé dans la hiérarchie, dans la hiérarchie soviétique, en tout cas en Lettonie, à Riga, et il avait des invités, Naronima, il avait des invités qui n'avaient rien de juif, qui étaient des purs goïms, des purs communistes du parti. Donc lui, il avait peur. Mais le reste, non. Maintenant, euh, vous vous rappelez d'ailleurs, j'ai posé la question à maman, mais j'imagine que vous aussi, que vous soyez déjà en Israël, ou en France ou ailleurs, vous vous rappelez de cette victoire, peut-être, Ken, comment ça a été vécu? Qu'est-ce que ça vous a fait en tant que juif qui n'était pas forcément au combat, les armes à la main, ou dans le cockpit de l'avion qui bombardait l'aéroport de Inchas en Égypte? Ken, si quelqu'un veut dire, alors très bien, sinon on continue, on continue. Johan, je te fais confiance. Alors allez-y, c'est le moment de partager vos souvenirs de la guerre des 6 jours. Rapidement, si quelqu'un veut. Moi, j'ai 2 histoires. Si tu voudrais, je voudrais en raconter une, mais sinon, vas-y. Wow. Yalla, Johan. Alors moi, je raconte, c'est une histoire que j'ai entendue du Rav Bochko, qui raconte qu'en Suisse, il y a une certaine Madame Taylor qui est mariée avec un goy, qui a plus de contact avec aucun juif, rien du tout. Et lorsqu'elle entend que le monde du temple est aux mains du Ham Israël, alors qu'elle est complètement assimilée, elle ne sait pas quoi faire en fait de ce sentiment tellement fort qui s'est réveillé en elle. Et elle se dit, il faut que j'appelle le rabbin. Et donc, elle va appeler le rabbin qui a montré à l'époque, le Rav Moshe Botzko Zecher Tzadik Lebracha. Et elle lui Wow, dit, wow. voilà, j'ai mon âme juive qui se réveille, j'ai quelque chose qui se réveille. Imagine en Suisse, à 4000 km du monde du temple, assimilé, loin, mais elle dit, j'ai eu besoin d'appeler le rabbin. Et elle dit au rabbin, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon âme ce jour-là. Voilà. Wow. Wow, c'est génial cette histoire parce que c'est de l'ordre du complètement de l'irrationnel et, et, et c'est ce dont je voudrais continuer un peu à parler. C'est pas pour rien d'ailleurs, je cite encore peut-être un personnage qui est assez, dont l'opinion vaut son pesant d'or, c'est David Ben Gurion. Après cette guerre, eh bien, il dit que la victoire de la guerre des 6 jours, c'est pour lui la deuxième date la plus grande, la plus importante de sa vie. Maintenant, vous allez dire, quelle est la première? Naturellement, la guerre d'indépendance. Il dit non. La première, c'est Ça le jour de Alia, mon alia. Pardon? non, Johan? mais c'est la Alia, la Alia. La alia, exactement. C'est le jour de son alia. Et après ça, avant le vote à l'ONU, avant la déclaration d'indépendance qu'il a lieu à Tel Aviv, c'est la victoire de la guerre des 6 jours. C'est-à-dire, visiblement, Ben Gurion a compris quelque chose que nous, on doit encore comprendre. On vient de célébrer Yom HaAtzmaut, on vient de célébrer l'Ag BaOmer, on va célébrer Bezrat Hashem bientôt Yom Yerushalayim, et Ben Gurion dit que ce jour de Jérusalem est plus important et plus significatif que la déclaration d'indépendance. Alors ça, il faut comprendre. Parce que si c'est les rabbins qui le disent, ok, mais c'est naturellement. Le Rav Tzvi Yehuda Kook dit que la libération de Jérusalem, c'est comme l'intrusion de l'âme dans le corps juif,
dans le corps de la nation juive. Okay? Mais il est rabbin, il est une autorité spirituelle. Mais que ce soit David Ben Gurion, ça en dit beaucoup. Et avec vous, je voudrais voir véritablement la signification de cette guerre pour Israël, pour le peuple juif dans la diaspora, pour le futur et pour nos jours aujourd'hui. Pour nos jours, parce qu'à la fin, je voudrais qu'on considère ce qui se passe aujourd'hui comme une continuation de la guerre des 6 jours. Pas seulement, on présente toujours ce qui se passe aujourd'hui comme une continuation de la guerre d'indépendance, mais je voudrais mettre en évidence un autre aspect de ce qui se passe en tant que continuation et poursuite et parachèvement de la guerre du 6 jours. C'est-à-dire pour être, je sais pas, la guerre du 7e jour, si vous voulez. OK. Alors, on revient à la question. Alors, pourquoi donner tellement d'importance? Tout d'abord, il faut considérer l'État d'Israël avant juin 67. Israël est perçu dans le monde, pas seulement goy, mais aussi juif, comme en grande partie un projet humanitaire de sauvetage du peuple juif persécuté. Il accueille les rescapés de la Shoah, il accueille des rescapés des pogroms dans les pays arabes. C'est une grande tente, un grand abri qui doit octroyer sécurité, sauvetage, une barque de sauvetage pour les Juifs malmenés. À tel point, je vous donne un exemple, c'est pas quelque chose. Quand des représentants, des ministres de nos gouvernements s'adressent à l'administration américaine dans les années 50 pour avoir un prêt, eh bien, le secrétaire d'État, il s'appelle Dulles, D-U-2-L-E-S, Dulles, je ne sais pas comment on prononce. Eh bien, la question qu'il pose, ce n'est pas à quel intérêt, etc., mais pour combien de temps, à quelle échéance? Quand est-ce que vous pensez rendre l'argent? Alors, il dit, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Et lui, sa réaction, elle veut tout dire. Il rit comme ça, du genre, mais qui sait si vous allez être encore sur la carte internationale dans 15 ou 20 ans? C'est-à-dire que Israël est perçu par les empires, pas seulement comme une petite tâche sur la carte, pas comme une solution de sauvetage humanitaire du problème juif, mais comme quelque chose de provisoire, comme quelque chose de soumis, sous caution. Et si on continue, et si on cite le ministre des Affaires étrangères, Abba Eban, il parle d'Israël des années 50-60 et des frontières d'Israël comme des frontières d'Auschwitz. C'est des frontières d'extermination potentielle. C'est 14 kilomètres entre Netanya et la Jordanie. On est le Kinneret et tous les Yishuvim le long du Kinneret qui sont pilonnés par la Syrie. C'est les Fedayoun et les terroristes qui attaquent les Yishuvim tout le long de la frontière jordanienne et de la frontière égyptienne, surtout à Gaza, de Gaza et ailleurs. Et c'est un État qui est pratiquement indéfendable, qui est comme une passoire, et chaque fois, on nous attaque de tous les côtés et de toutes nos frontières. En 67, tout cela change. On récupère presque la majorité de nos frontières bibliques, certainement l'essentiel de Eretz Israël tanachique. Tzahal, encore plus que
en 48 et qu'en 56 apparaît comme une armée, comme une puissance véritable, qui sait combattre sur deux fronts, qui combat pas seulement des armées arabes, 3 armées arabes sur 3 fronts, mais qui combat des armées formées par la superpuissance soviétique. Ça, c'est l'aspect qui est l'aspect territorial, l'aspect puissance dont on parle en Israël. Mais chaque fois que je prends un groupe ou que je parle de cette guerre à des Tsabarim, à des Israéliens, eh bien, je leur dis, vous savez, il y a un autre aspect qui est peut-être encore plus important que tout cela. C'est pas seulement le réveil de la terre et le retour de la terre à l'État, mais c'est le réveil de la nation juive au-delà de l'État d'Israël. Que ce soit en Union soviétique, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, au Mexique, Angleterre, c'est le réveil des Juifs de la diaspora en général. Maintenant, quand je dis réveil des Juifs de la diaspora, c'est pas que tout le monde prenne leurs valises, achète des billets d'El et font leur alia. Non, l'alia, elle est pas, vous le savez mieux que moi, vous l'avez faite pour beaucoup dans ces années. L'alia n'est pas très forte, certes. Les États-Unis arrivent jusqu'au début des années 70, environ 4 à 5 000 olim par an. C'est beaucoup. Mais comparé aux 6 millions de Juifs des États-Unis, c'est une goutte d'eau. En France aussi, il y a des milliers, mais la majorité, l'écrasante majorité des communautés reste sur place. Reste sur place à tel point que le poète Nathan Alterman, il dit, mais regarde, mais Am Israël, où es-tu? Où es-tu, Am Israël? Il dit que cette guerre, elle a pour la première fois, pour la première fois depuis Yanaï Amelech, cette guerre a fait correspondre les frontières de l'État aux frontières de la terre. Entière correspondance entre terre d'Israël et Médinat Israël. Mais alors, quelle est la côte qui manque, le côté qui manque, c'est le côté peuple. Et il dit, mais peuple d'Israël, où est tout? On est à peine 2 millions de juifs en Israël. Et vous êtes 13 à l'étranger. 13 millions de juifs, donc ça manque. On ne peut pas. Cette conquête, elle ne sera qu'au niveau potentiel tant que le peuple, il reste à l'étranger. Et effectivement, lorsqu'on cite cela et lorsqu'on cite d'autres personnes comme le général Avraham Yaffe qui dit la même chose et le président qui voit que oh, on a besoin pour consommer notre victoire d'une alia de masse et tant qu'elle ne vient pas, eh bien cette victoire elle sera partielle. On voit qu'il y a beaucoup de dépit qui est ressenti en Israël. Mais de notre côté, c'est pas que, et là, pour se faire un peu l'avocat des Juifs de la Galoute, des Juifs de la diaspora, eh bien, on peut dire, regarde, mais ils ne restent pas les moins croisés. Pourquoi? Parce que après 67, c'est pas seulement les Juifs d'Union soviétique derrière le rideau de fer qui commencent à donner voix. C'est le peuple juif qui, pour la première fois, je parle en diaspora, pour la première fois depuis la Shoah, est prêt au combat. Et lui aussi cesse d'être le juif du silence. Le peuple entier commence à se battre. Pas seulement les juifs peu importe du côté du rideau de fer. Tous y participent. Sous forme de manifestations, sous forme de lettres, de visites avec les passeports français, les passeports anglais, les passeports américains.
des visites en Union soviétique visiter les Juifs réfusniks, pour leur apporter des livres, des matzot, des tfilines, des talitot, des livres d'histoire juive, des livres d'histoire d'Israël. Autant de signes pour dire, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous. Ça me rappelle une histoire que Shlomo, Richard Elkaïm, il m'a raconté. Donc, il a fait son alia de Nice dans les années 80 et il dit que lui et sa femme, ils étaient membres de l'organisation de soutien des Juifs soviétiques à Nice. Et puis, donc, ils ramassaient de l'argent et, entre autres, deux des opérations qu'ils ont faites. Vous savez, il y a ces petits avions, ces petits Piper qui volent le long qui longent la plage sur la Côte d'Azur avec des pubs, je ne sais pas, acheter Sinalco, acheter des trucs. Et là, ils ont acheté donc cette publicité et vous aviez le petit avion qui traversait toute la Côte d'Azur euh, avec Laisse mon peuple sortir. Le peuple juif, laissez le peuple juif sortir. Et c'était en été et tout le monde voyait ça. Il racontait que ils allaient au festival de Cannes. Au début du festival de Cannes, ils achetaient des roses. Ils attachaient à chaque rose le nom d'un réfusnik ou d'un prisonnier de Sion et ils entraient sur le tapis rouge où montaient toutes les étoiles, les acteurs, les comédiens, etc., etc. Et à chacun, ils offraient une rose. Donc les autres, ils étaient très émus. Ah, c'est très sympa. Et ensuite, ils voyaient que en bas de la rose était attachée une photo avec un nom, avec une histoire. Et comme ça, dans la photo de tout le monde, eh bien, c'était en fait pas seulement la photo du Festival de Cannes, mais c'était une photo de combat pour la libération des Juifs russes. C'est-à-dire que pour la première fois, les Juifs occidentaux, dans le monde entier, se sont mobilisés pour faire quoi? Eh bien, euh, se sont réveillés pour leurs frères, Ken, comme maman a signalé, pour nos frères qui sont en Israël, et bien là, elles sont mobilisées pour nos frères qui sont derrière le rideau de fer. Et tout d'un coup, c'est comme le dit le Gaon de Vilna, les ossements dispersés, et comme on parle le prophète Yecheskel, tout d'un coup, ont commencé à renouer, ont commencé à se rebâtir, à se retisser et à renouer leurs liens. Et les hâtes, et tout cela se passait sur fond de quoi? Sur fond de la victoire de la guerre des 6 jours. Je vous donne juste quelques exemples de, euh, de grandes opérations qui ont fait énormément de bruit. Eh bien, en 69, le 26 août 69, 1969, se réunissent 18 juifs géorgiens en Géorgie, à Koutaïssi, dans la synagogue. C'est la sortie du Shabbat, Motzei Shabbat, et ils écrivent une lettre qu'ils adressent à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, où de manière très simple, très touchante, ils disent, mais laissez-nous rejoindre nos frères qui sont en Israël. Nous voulons pas de révolution, nous voulons pas, nous voulons juste que vous nous laissiez partir pour nous rejoindre nos familles et nos frères qui sont en Israël. Et ils ont signé 18 personnes. C'était pas par hasard. C'était comme Chai, le Rav El Ashvili, qui était le doyen de toute cette équipe. Eh bien, il a dit oui, 18 parce que c'est Siman Bracha, Chai. Et il disait, moi, je prends le numéro 1, Keneged Echad Miyodea. Moi, je prends le numéro 10 pour parler des 10 commandements. Moi, je prends 4, Keneged Aimaot, etc. Comme la chanson de
Echad Mi Yodea de Pesach. Et c'est comme ça qu'ils ont écrit cette lettre. Ils l'ont fait passer simultanément aux ambassades de Hollande et ailleurs, qui est l'ambassade de Hollande qui était le représentant des intérêts d'Israël en Union soviétique. Et tout d'un coup, en novembre 69, eh bien, il dit, ah, c'est l'un des signataires, il court, il annonce à tout le monde, hé, Golda Meir, il a entendu à la radio que Golda Meir est en train de lire notre lettre de la tribune de la Knesset. C'est-à-dire qu'on prenne notre lettre est arrivée dans le monde entier commence à parler du combat des Juifs soviétiques. Et ensuite, effectivement, c'était le premier des cours, c'était le premier discours. Le discours, on peut dire, d'entrée en fonction de Golda Meir, fin 69. Et, et après, on arrive à juin 70. Et là, une autre équipe de juifs, de jeunes juifs, qui prépare ni plus ni moins une prise d'avion, c'est-à-dire de prendre un avion, de pirater carrément un petit avion, c'est-à-dire qui pirater, ça veut dire, c'est pas pirater avec des personnes à bord, non, ils achètent tous les billets sur le vol, et pour le pirater et pour le traverser les frontières de l'Union soviétique, et pour que tout le monde parle de la cause des 3 millions de juifs derrière le rideau de fer. Naturellement, ils sont arrêtés par le KGB sur le tarmac, ils n'ont pas le temps de monter. Parmi ces personnes, il y a Yosef Mendelevitch, il y a la famille Zalmanson, cette opération, il y a Kuznetsov, il y a le pilote, celui qui est véritablement le pilote, qui est Mark Dimshitz, Zichrono Livracha, qui est mort il y a quelques années, qui est le pilote de l'armée, qui est pilote de l'armée rouge, mais qui tout d'un coup euh, a commencé à se poser des questions sur son identité et a rejoint ce groupe. Bon, ils se font tous arrêter et il y a le Mishpat, ils se font arrêter à Leningrad. Il y a le procès de Leningrad qui tourne véritablement en procès de l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que le monde entier en parle et tout le monde demande la libération de ces personnes, etc., etc. C'est-à-dire tout d'un coup, le monde juif, mais pas seulement, le monde libre commence à se mobiliser pour le combat pour les juifs qui sont pour laisse mon peuple partir. Il y a des manifestations monstres qui sont tenues à Londres, à Washington, à New York, à Los Angeles, à Paris, à Buenos Aires, à Rome, et il faut là. Et euh, on voit partout un peuple qui se réveille, qui se réunit autour de ses frères et autour de sa capitale. Euh, où qu'on soit, les Juifs cessent d'être des Juifs du silence. Et ça, c'est en partie c'est une réponse à Nathan Alterman qui, en octobre 67, a écrit ce qu'il a écrit, je crois. Enfin, en 67, immédiatement après la guerre des 6 jours, écrit, mais où tu es, le peuple juif, où tu es? Et c'est une réponse, le peuple juif, il se réveille, ça prend un peu de temps, mais il se réveille. Et c'est en cela que je dis que nous sommes tous nés le 28 Iyar, en tant que juifs fiers, qui sont fiers de porter leur nom, et pas seulement qui reconnaissent que leur patrie véritable, c'est pas la France, c'est pas la Suisse, c'est pas en Amérique, ça va prendre encore beaucoup de temps, mais peu importe, mais OK, on progresse. Certainement pas l'Union soviétique, mais c'est avant tout Israël. C'est avant tout Israël, donc, et on se réveille et on se réunit. Euh, Maintenant,
je voudrais essayer de comparer ça à ce qu'on est en train de vivre, voilà, un peu moins de 3 ans. Et étape par étape. On a parlé du réveil des Juifs. Après le 7 octobre, parmi les Juifs de la diaspora, il y a un phénomène qui est apparu qui s'appelle les Juifs du 8 octobre. Qu'est-ce que c'est les Juifs du 8 octobre? C'est comme Johan, tu as raconté cette femme, Taylor, oui, mariée à un goy, etc., qui tout d'un coup, le mot du temple est libéré, j'appelle le Rav Bochko. Un appel de l'ordre mystique, il dit, mais c'est pas vrai. On n'est vraiment pas comme tout le monde. Pourquoi, si la haine est tellement forte, ça veut dire qu'on dérange, mais alors vraiment. Et si mes amis goy cessent de me parler, coupent toute relation, m'accusent alors que j'ai été attaqué, j'ai subi une blessure sans précédent à partir de 1945, hein, jamais on n'a été tellement saigné que pendant le 7 octobre, et que mes amis maintenant, ils m'accusent de me défendre, ils m'accusent, etc., etc. Ça veut dire que je ne suis vraiment pas comme les autres. Ça veut dire que vraiment, peut-être que je dois me poser des questions sur ma nature juive. Qu'est-ce que c'est? Ça me rappelle une histoire, Ken, que j'ai entendu d'un ami qui a monté, qui est allé étudier la médecine à Katowice. Katowice, c'est au sud-ouest de la Pologne, une grande ville industrielle avec une grande université où il y a beaucoup d'Israéliens. Et il raconte là-bas 2 choses que je voudrais dire. Une chose que beaucoup d'Israéliens, à force d'étudier là-bas, eh bien, ils connaissent des Polonais, des Polonaises, naturellement, et il y a une femme israélienne, juive, qui a commencé à sortir avec un Polonais, à vivre avec un Polonais. Ils sont devenus un couple. Et puis est arrivé le 7 octobre et elle était complètement bouleversée. Il regardait la télévision et alors son conjoint polonais la voit tellement traumatisée et dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit ben, regarde ce qui se passe en Israël. Puis alors il lui demande mais attends, mais tu les connais? Ceux qui sont morts, tu les connais? Pour éprouver tant de douleur, tu dois les connaître certainement. Alors sa réponse, elle dit, eux, je les connais, mais ceux dont je suis plus du tout sûr, c'est est-ce que je te connais toi? Est-ce que toi, je te connais? Il y a un gouffre, on ne le voyait pas. Le 7 octobre a révélé un gouffre entre toi et moi. Une autre histoire de la même ville. Ils étaient tous des médecins, ils sont tous des médecins en devenir. Et puis, ils racontent qu'ils avaient un groupe WhatsApp. Quel était le nom du groupe WhatsApp? C'était Médecins sur la route de l'Amérique. Médecins sur la route de l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils voyaient leur avenir en Amérique. Et puis tout d'un coup, il y a l'administratrice du groupe qui l'appelle et lui dit, écoute, rassemble tout notre groupe, parce qu'il faisait, c'est-à-dire la personne qui me raconte tout ça, il organisé un club juif israélien avec une école, avec des fêtes, etc. Il les a tous rassemblés et elle a dit maintenant je veux changer
rassemble tout le monde. Je vais annoncer quelque chose. OK, qu'est-ce qu'elle annonce? On change le nom du groupe. On change le nom du groupe, on enlève l'Amérique. Je ne me rappelle pas quel était le nouveau titre qu'ils ont donné, mais on voit que partout, oui, des exemples sont légion, des milliers, des dizaines de milliers de juifs dans les campus américains, dans les, dans, dans, dans les villes, à l'ouest, à l'est, partout, des jeunes et des moins jeunes commencent à se réveiller. C'est les juifs du 8 octobre. Maintenant, il y a encore une chose qui se passe. Et ça, hein, ça se passe en Israël. Je ne parle pas de la victoire, je ne parle pas du réveil, je ne parle pas de la réunification après ce qui se passait le 6 octobre et après toutes les, pas les controverses, mais euh, le mutisme, on était devenu incapable de nous parler. Gauche, droite, Kaplan, pour la réforme, contre la réforme, etc., etc. Tout d'un coup, une consolidation stupéfiante et spontanée en quelques heures. Mais au-delà de cela, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience d'une chose qu'on n'osait pas dire depuis 67. Qu'est-ce qu'on n'osait pas dire depuis 67? C'est que Eretz Israël, elle appartient au peuple d'Israël. Depuis juin 67, Moshe Dayan a formulé, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, on attend le téléphone arabe. On attend qu'on nous appelle et pour qu'enfin on puisse échanger les territoires contre la paix. C'était la résolution 242 votée à l'ONU, territoire contre paix. Yofi, on était en attente. Et on s'était lié les mains en disant que rien ne sera fait de Judée-Samarie sans accord arabe, que tout sera dans le cadre d'un accord avec le monde arabe. Et là, tout d'un coup, on passe une décision de la Knesset, votée par une écrasante majorité, sans personne sauf les Arabes qui s'y opposent pratiquement, qui dit une chose très simple. Il n'y aura pas deux États entre la mer et le Jourdain. Il n'y aura qu'un État. C'est-à-dire, ce n'est pas encore la souveraineté et l'application de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression internationale, américaine, avec Trump, ça ne marchera pas, etc. Bon, bien que ce soit très, comment dire, euh, très à la mode, contrairement à ce qui se passait il y a 10 ou 20 ans, mais de fait, il y a une souveraineté qui se fait avec l'établissement de 69 nouveaux yeshuvim, 69, plus de 70 nouveaux yeshuvim en Judée-Samarie, avec l'abolition de ce qu'on appelle de la Itnatkut, de la décision sur le démantèlement des localités juives en Samarie du Nord, avec le retour à Sanour, le retour à Chomesh, avec bientôt le retour à Ganim et Kadim, avec des centaines de fermes agricoles, avec des dizaines et des centaines de milliers de têtes de bétail qui délivrent plus d'1 million de dunams en Judée-Samarie, surtout dans la vallée du Jourdain, mais pas seulement. Ils ont même fait un calcul que chaque tête, chaque brebis, et
eh bien, quand il part au pâturage, etc., c'est comme s'il libérait de 5 à 6 dunams. Vous comprenez? Donc, 10 dunams, c'est un hectare. C'est-à-dire, c'est 2 brebis pour un hectare. Vous comprenez? Et c'est des terres qui sont libérées. Elles étaient occupées par les Arabes de Judée-Samarie, qui étaient incités, financés par l'autorité soi-disant palestinienne, qui les finançait avec l'argent européen, etc., etc. Eh bien, tout cela, tout d'un coup, il y a un frein qui est mis à cela. Euh, et là, je voudrais citer encore une fois, on a commencé par Ben Gurion, je voudrais encore citer Ben Gurion dans un discours qu'il a tenu quelques années après la guerre de 6 jours, en 71. Il dit, en 71, déjà après la guerre de 6 jours, il dit, vous savez, si Israël n'existe pas encore, hein, il dit oui, Israël n'existe pas encore. Il n'existait pas encore en 48. Mais à quoi je fais référence, il dit? Il n'existe pas dans le sens et dans la forme qu'Israël doit avoir pour le peuple juif. Israël n'est pas l'Israël qu'on veut et qu'on désire si 60 ou 70% de la terre n'est pas habitée par des juifs. Si des millions et des millions, une majorité du peuple juif habite encore hors de la terre d'Israël. Et là, on voit que c'est quelque chose qui est en train d'être corrigé. Parce que ce n'est pas seulement qu'on habite dans les gratte-ciel à Gush Dan et à Jérusalem, mais la pratique des dernières années, on s'étend en largeur, on s'élargit sur toute la terre d'Israël, les hâtes, les hâtes. Il y a encore énormément de choses à faire, mais on voit que l'État d'Israël, avec Smotrich, avec Strouk, avec Netanyahou, avec Jonathan Blut, le commandant du district central de l'armée, tout d'un coup, d'une manière qui n'a pas de précédent depuis 67, on sort de la torpeur et on commence à agir. Toutes ces fermes agricoles, elles sont reconnues par Tzahal, soutenues, défendues par Tzahal. Ce n'est plus maintenant le Magav qui vient chaque fois démonter encore une ferme et encore une colline et encore une caravane et partie remise à chaque fois. Non, ils sont défendus. Et là, on voit que tout d'un coup, ce n'est pas seulement les Juifs du 8 octobre, c'est Israël du 8 octobre qui se réveille. Je ne parle pas du Am Kelavi, du peuple comme un lion et de Shagat Aryeh, etc., où tout d'un coup, on sort de notre peur de nos ennemis, ça c'est clair, Ken, de ce qu'on dira, etc., etc. C'est-à-dire, il y a des vérités qui ont été acquises le 7 octobre qui font que Israël ne demande plus l'accord de la communauté internationale pour faire ci ou ça sur sa terre. À Gaza, en Judée-Samarie, en Iran, en Égypte, au Liban, il y a des conduites qui sont pratiquement de l'ordre de l'imaginaire si on nous en avait parlé il y a 5 ou 10 ans. Troisième point, ou quatrième point, je ne me rappelle plus, c'est le réveil du Kodesh. On en a parlé. En 67, on l'a ressenti. Et chaque fois que le Kodesh, que la sainteté se réveille,
eh bien, se réveille aussi la grandeur identitaire et la grandeur physique, politique, territoriale du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne aplomb et confiance et certitude, elle nous donne une colonne vertébrale qui nous rend capable de tenir un poids beaucoup plus lourd et que ce dont on est capable avant. Et les nations le ressentent. La Russie ne proteste pas, la Chine ne proteste pas, l'Europe bégaye à peine. Ils sentent qu'il n'y a plus d'oreilles qui sont là pour les entendre et ils ont toujours compris que leur pression n'était, comment dire, ne portait fruit, entre guillemets, que dans la mesure où elle était écoutée par des oreilles juives, écoutée et acceptée par ce qu'on pourrait appeler les sauterelles du 21e siècle, pour citer la Parashat Ameraglim, des sauterelles qui Aïnu beinenu kechagavim vechen aïnu beinehem. À nos yeux, on était comme des sauterelles, les explorateurs qui ont eu peur d'entrer dans la terre. Et c'est ainsi qu'on nous voyait, comme des sauterelles, comme des petits. Donc, je pense que en ce sens-là, par le Kodesh, par la sortie de la torpeur, par le réveil en Israël et à l'étranger, que ce qui se passe les 2 années et demie, 3 années qui nous traversent et qui sont, on le sait, qui ne sont pas faciles, mais c'est on pourrait dire, une sorte de consommation, de commencer à assumer pour finir la victoire de la guerre des 6 jours. C'est vrai. Bon, je vous ai donné tellement de terre, qu'est-ce que vous faites? Ah, tu as raison, ouais, peut-être qu'il faut un peu s'étendre. Oh, regardez, je vous donnais tant de confiance, je vous ai redonné vos territoires bibliques, je vous ai redonné Jérusalem, qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, peut-être que ça vaut la peine de repenser à notre identité. Écoutez les chansons, écoutez ce qui sort. On ne le sent pas, mais on est en train d'entrer en campagne électorale, mais on voit que si on laisse de côté Bibi ou pas Bibi, on voit que tous ont bougé d'un cran, voire de 2 crans à droite. Et ça, c'est une chose qui est importante. Et donc, quand je dis qu'on est tous nés le 28 Iyar, eh bien, c'est une chose à prendre au propre comme au figuré. Si on a des dates de naissance alternatives, eh bien, on peut en rajouter. On est tous nés le 8 octobre ou le 7 octobre. Pourquoi? Parce qu'on a tous, qu'est-ce que ça veut dire on est tous nés? On a acquis un étage, une coma supplémentaire, un étage identitaire, un étage politique, un étage de fierté, d'appartenance, un surplus de sens, un surplus de foi, un surplus d'âme. Voilà, c'est intéressant parce que chaque fois que je le dis, les gens d'abord sont surpris, mais ensuite ils comprennent et ils disent voilà, nachon, lo chashavti, lo chashavti, aval ze nachon. Yalla, à vous la parole, les amis. Eliezer, Ken. comment se fait-il que de temps en temps, les soldats vont et démontent en Judée-Samarie des yeshuvim? Allez, je vous réponds. Je peux vous répondre, c'est Daniel, nachon? Ouais, c'est Daniel. Yofi. Alors, je vous réponds. Il y a, comme on dit en terminologie marxiste, un partage des tâches. Jusqu'à il y a 10 ans, n'importe qui voulait monter une ferme savait que dans les 24 heures ou 48 heures qui suivaient, il allait être démonté. Et que seuls des cas rares pouvaient, après combat et après, etc., pouvaient subsister et se maintenir sur leur colline ou dans leur vallée.
Mais ensuite, les choses ont changé. Et le consensus, et d'abord on a dit à ceux qui voulaient monter, bon, vous savez quoi? Vous voulez monter votre nouvelle colline, faites-le à côté d'un yishuv existant. Mamash à 50 à 100 mètres de la clôture. Pourquoi est-ce que les autorités ont commencé à céder? Parce que des centaines et des centaines de milliers de Juifs ont commencé à se dire solidaires de ces fermiers, de ces jeunes des collines. Et donc, les autorités, l'armée, le gouvernement ont dit OK. Ensuite, on a dit bon, vous pouvez monter votre colline même loin d'un yishuv, mais à condition que ce soit encore sur des terres étatiques, dont on sait qu'elles n'appartiennent à personne. Prochaine étape, bon, ok, vous pouvez établir vos fermes sur des terres qui sont des territoires C, qui appartiennent à Israël d'après l'accord d'Oslo, mais dont on ne sait pas encore est-ce qu'il y a là-bas propriété privée ou pas, vous pouvez vous établir là-bas. Et c'est là-bas que se sont établies des centaines de fermes, et c'est là-bas qu'ont été établies des dizaines, plus de près de 70 nouvelles localités en Judée-Samarie. Ça ne s'est pas passé depuis les années de Yitzhak Shamir, les années 90 du XXe siècle. Maintenant, il y a, et donc là, ceux qui veulent être dans le consensus des autorités, des ministres, de l'armée, etc., eh bien, ils s'établissent sur ces terres. Mais maintenant, il y a beaucoup d'autres terres qui doivent être réclamées. Les territoires B, par exemple, là, on n'a que la, comment dire, l'autorité pour des questions de sécurité, mais pas pour des questions d'administration et de gouvernement. Donc, c'est l'autorité, soi-disant palestinienne, c'est elle qui gouverne là-bas. Et donc, ça, c'était des terres jusque-là qui étaient hors accès, interdites d'accès pour n'importe quel juif. Eh bien, voilà que depuis un certain temps, des juifs s'établissent sur les territoires B. Maintenant, là-bas, il n'y a pas encore consensus. Et là-bas, pour beaucoup, il y a des comment dire, des frictions avec les forces armées. Mais c'est bien qu'il y ait des frictions. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu fais bouger la frontière de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Parce qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, on démontait des collines qui aujourd'hui prospèrent et fleurissent et qui occupent plus de 1 million de dunams, à savoir 100 000 hectares. C'est un territoire monstre. Et aujourd'hui, il faut aller plus loin. Donc, merci Daniel pour la question. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que chaque fois qu'il y a de l'opposition, etc., c'est qu'on veut maintenant passer outre encore une frontière et accéder à des terres qui étaient jusque-là hors accès pour des pionniers juifs. Il y a quand même des personnes qui habitent dans la région A, si tu vois ce que je veux dire, qui vont aller s'installer dans la région C, qui construisent, et rien n'est fait, on ne démolit pas. Oh, il y a fait. Il y a, ce que vous dites, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le plan Fayad, premier ministre de l'autorité des débuts des années 2000, qui a dit, écoutez, il faut occuper les terres
etc. Nachon, occupé, alors il a partagé tous les territoires de Judée et Samarie, peu importe A, B ou C, surtout C, il dit il faut occuper les terres qui sont prévues pour un État, pour Israël ensuite. Non, alors il a distribué les terres. Maintenant, vous, à Hebron, vous êtes responsable de ça. À Khalkhul, vous êtes responsable de telle terre. C'est à vous de les occuper. Et effectivement, nous, on fermait les yeux. Maintenant, on a cessé de fermer les yeux. On a cessé de fermer les yeux. Il y a beaucoup qui sont. Il y a énormément d'endroits où ils battent en retraite. C'est-à-dire, quand je parle de millions de dunams, c'est des millions qui n'étaient pas vides. Dans beaucoup de ces dunams, ils étaient occupés par des occupants arabes, Ouais. par des bédouins qui recevaient leur salaire, etc. Alors, naturellement, il faut continuer ce mouvement. Il faut continuer. Mais il y a, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui est à la tête, Elisha Yered, qui en parle et il dit, écoutez, on est passé de la défensive à l'initiative. Et nos ennemis de l'autorité, ils sont maintenant sur la défensive et c'est nous qui prenons l'initiative. Vous parlez mal quand vous dites, attendez, même processus au mont du temple où les Juifs peuvent maintenant prier et se prosterner. Là-bas aussi, il y a progrès. Tout prend Ouais. du temps, mais partout, il y a une avancée. Ouais. Et il faudrait maintenant annuler Oslo et avoir suprématie sur la Judée-Samarie. Ça suffit, on en a marre. Besed, je suis d'accord. Je suis Il est d'accord. temps, il est temps. Et je crois que le temps est arrivé. Je crois que c'est quand même assez mûr maintenant pour le faire. Mais je voudrais dire encore quelque chose. Quand on voulait bâtir une maison à Petah Tikva ou à Rosh Haïn, la planification et les autorisations, etc., ça peut prendre jusqu'à 10 ans. Ouf. Quand vous faites la même chose en Judée-Samarie, avec l'administration militaire, ça peut prendre 3 ans, voire moins. Voire beaucoup moins. On a parlé ce Shabbat au maire de Efrat, il est venu nous parler, on a demandé, écoutez, il y a une colline sur laquelle ça fait des années qu'on nous prépare qu'il y aura là-bas beaucoup de logements. Il me dit, Nachon, pour l'instant, il y a 800 qui sont planifiés là-bas. Il me dit, OK, alors pourquoi commencez pas à construire? Alors il dit, pourquoi? Eh bien, parce qu'on veut construire 8000. Maintenant, 8000, c'est doubler Gush Etzion. Okay? C'est faire Wow. à Efrat comme Ma'ale Adumim. Okay? Elle dit, alors oui, OK, mais alors quelles sont les étapes? Et il dit, écoute, pour planifier un tel truc, on a besoin de 2 ans. Et ensuite on fait les offres comment dire, pour construire et on commence à construire. Vous comprenez? Et Ma'ale Adumim, ça avance? Okay? Ma'ale Adumim, près de Ma'ale Adumim, il y a le territoire I1 qui est en train d'être planifié et qui est le plus central dont on nous a à peine parlé depuis, voilà, 30 ans. Ouais. C'est-à-dire les choses bougent. Les choses bougent maintenant. Ce qui est très important, c'est qu'elles continuent à bouger après octobre 2026 aussi. C'est très, très important. Merci beaucoup. Merci. Parce que ce que fait Smotrich, ce que font Orit Strouk, c'est un truc fantastique, bien entendu, avec le gouvernement, etc., avec tout ce que c'est. Il faut le dire. Il faut le dire. Je l'ai demandé aux femmes en vert, et Yudit Katsover et Nadia Matar. Est-ce que je lui ai dit, mais comment tu expliques tout cette Baruch Hashem, ce mouvement tellement attendu et tellement bienvenu, mais qui en masse, on ne s'attendait pas. Est-ce que c'est juste qu'on a pris conscience du danger arabe, etc. Il dit non, 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 c'est pas seulement ça. C'est qu'on a un Smotrich, on a une Strouk, on a un Blut qui savent travailler ensemble. Et on a des jeunes et des centaines de familles qui s'établissent dans toutes les régions de Judée-Samarie et aussi, il faut le dire, en Negev et dans la Galilée. Et
qui sont aussi dans une situation périlleuse et qui font un travail fou et synchronisé, orchestré. Vous comprenez? C'est mais autre chose. Maintenant, regarde, il y a encore quelqu'un qui a écrit. Tadadam. Ils iront où, les Arabes palestiniens? Le pont de Allenby est ouvert et beaucoup partent. On n'en parle pas. Beaucoup partent. Il y a un dilemme. Il y a un dilemme. Est-ce qu'il faut il y a environ 60 000 logements qui ont été avalisés par le gouvernement. Mais il faut des mains ouvrières pour les construire. Je parle en Judée-Samarie. Alors là, il y a une marloquette. Est-ce qu'il faut être prêt à temporiser pour ne pas donner du travail à la main-d'œuvre arabe et pour les forcer à quitter, ou ce qui prime, c'est qu'il y ait plus de juifs en Judée-Samarie, quitte à ce que les maisons soient construites par les Arabes. C'est-à-dire, en gros, l'équation, c'est qu'est-ce qui est plus important, qu'il y ait moins d'Arabes ou qu'il y ait plus de juifs. Vous comprenez? C'est ça? C'est un problème qu'on est en train de résoudre, chacun à sa manière, chacun à son niveau. Chaque yishuv, il vote pour, il vote contre, etc. C'est ça. Léat. Oui, espérons que ça continue. Bezrat Hashem et Bezrat Teinu. Vous avez encore des questions ou on se donne rendez-vous pour plus tard? Johan, Merci le micro beaucoup. est à toi. Merci Razak, beaucoup. Razak ou Baruch? Non, il n'y a pas d'autres questions, hein. Vous pouvez ouvrir les micros. Merci Bien fait. beaucoup. Yofi, Merci. Askol Tov, Merci, Sorot Tovot, Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Moi, j'ai pas une question, mais j'ai une petite histoire si ça intéresse. Ah ouais, l'histoire, allez, on finit par une petite histoire. Parce que tu as demandé s'il y a des trucs sur la guerre de 6 jours. Alors, c'était Ouais. un type qui était très catholique, breton, militaire de métier, tout à fait à droite. Et quand il était assez anti-juif, et il trouvait que la solution des Juifs, c'était d'avoir leur pays. Ça, depuis la guerre, il était militaire. Et quand il y a eu la guerre des 6 jours, et il a eu plein d'enfants, il était très catholique, il avait plein d'enfants. Il a dit, oh là là, je regrette beaucoup de plus avoir de fils qui puissent partir à la guerre pour les aider parce que leur cause est juste. Et sa fille a Wow. dit, il n'y en aura pas un, il y en aura une, et elle est partie, elle est venue en Israël, elle s'est convertie. Ah, C'est Keta. Bon, elle n'est pas religieuse, hein. bon, Mais elle est venue dans un kibbutz comme volontaire, et puis elle s'est On lui pardonne, on amourachée de lui quelqu'un, pardonne. elle est restée là. Attends, c'est qui parle? Je vois pas qui parle. C'est Yoela. Yoëlla, waouh. Il a fait. Et comme ça, on va avoir du sang breton, là. Tov, Hazak, Sorot ça donne du Tovot, courage. Sophie, tu Ken. voulais dire quelque chose? Sophie, tu avais une question? Lolo, Kol Tov. Moi, je peux Tov. demander quelque chose? Sophie, éteins ton micro, on t'entend pas, tu parles toute seule. Je peux poser une question à Eliezer? Vas-y. Oui, oui. Euh, Tu as dit tout à l'heure que Israël a pris son indépendance et on a décidé maintenant progressivement de faire ce qu'on veut faire. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai avec Trump, notamment au Liban. Il nous lie les mains et on n'arrive pas à terminer cette affaire-là, et qui n'est pas simple, qui n'est pas simple. Alors, je sais bien qu'il y a des contingences, on est obligé de se plier un peu parce qu'on a besoin des Américains, mais je ne comprends pas très très bien le lien. Je comprends, mais je veux pas l'admettre. Le lien entre le Liban et l'Iran. Admettre qu'il faille baisser la garde au Liban pour pouvoir avancer pour parler en Iran, c'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Trump, c'est pas notre problème.
Ken, mais je crois la réponse, en fait, elle est simple. Tout est relatif. Tout est relatif, c'est-à-dire ne pas pouvoir enlever des tentes terroristes établies sur notre territoire, dans les fermes de Shabba, à Ardov, mais tout simplement qui sont de l'autre côté de la barrière, qui était l'état des choses un peu avant la guerre. Et puis, un autre état où aujourd'hui on bombarde au sud du Litanie, au nord du Litanie, dans la vallée de la Baka, où on est dans les très grandes parties des villages au sud, c'est quand même une différence. Et puis, je crois qu'il faut dire qu'il y a beaucoup plus d'écoute de la part de la Maison-Blanche pour les besoins d'Israël. Et c'est la première fois à ce niveau qu'on apparaît comme l'allié numéro 1 au niveau mondial des États-Unis. L'Europe dégringole, l'Australie, Canada, bon, où elles sont, et que le seul pays qui est présenté comme allié stratégique et a fortiori digne d'écoute et comment dire, de concertation, eh bien, c'est Israël. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a libre cours. Mais au niveau relatif, on n'a jamais été dans un tel état, on n'a jamais agi dans de telles conditions depuis des décennies. Merci Eliezer. J'ai juste encore un mot. Merci pour ta conférence. C'est plein d'optimisme. Kol hakavod. C'est grâce à vous. Eliezer est toujours optimiste. toujours, כל הזמן יוצאים משם ממש תודה לקדוש ברוך הוא. תודה רבה. ממש תודה. מזמור לתודה. ממש. בשורות טובות. יישר כוח. Merci.